introduire les bourses, mais bien sûr, le focus, c'est la recherche-action. Et c'est là qu'on va vraiment tout miser. Pour les questions plus spécifiques, il y a pas, c'est pas le but aujourd'hui de répondre aux questions spécifiques concernant vos projets. Si vous avez une demande, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à Esther et moi, qui sommes toutes les deux de la Fondation Rabaudouin et qui coordonnons cet appel. Donc en fait, en deux mots, le fonds d'Otto Daniel de Koning, c'est en fait un fonds qui existe depuis 2017 et qui a pour but de soutenir à la fois les professionnels de la première ligne et d'également améliorer la qualité de vie des patients à domicile. Et on entend à domicile de façon large, je dirais, parce que voilà, les frontières peuvent bouger en fonction de la situation de la personne, des jeunes en institution de jeunesse, ça peut être des personnes âgées dans une maison de repos, donc c'est pris au sens large. L'idée, c'est de rendre les soins de première ligne accessibles, des soins de bonne qualité et humains, et le fonds est actif aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Ceci dit, ça nous amène alors à... Voilà, alors ici, vous avez en fait un petit aperçu. Je vous invite à aller voir éventuellement le site de la Fondation pour vous montrer que en fait, les bourses, c'est un petit élément de toutes les activités du fonds et de tous les projets que le fonds soutient. Pour ce qui est en fait des bourses, de l'appel des bourses, donc le focus est vraiment mis sur la collaboration. Donc les bourses visent à soutenir des projets qui veulent développer ou étudier de nouvelles formes de collaboration ou éventuellement, s'il y a des collaborations qui existent, mais on veut les adapter, donc les renouveler, les étoffer, mais de façon innovante. C'est pas juste dire, ben non, on va travailler avec un tel ou un tel en plus. Ça doit être vraiment fondé et réfléchi, et dans le but, évidemment, d'optimiser l'aide et les soins aux personnes dans leur vie quotidienne, mais aussi, finalement, d'améliorer la vie, l'activité du professionnel à la première ligne. Ces bourses, en fait, c'est important de voir qu'elles sont liées à une personne et à une personne qui est active sur le terrain de la première ligne et des soins en Belgique. Donc, vous verrez dans les critères d'éligibilité, on souhaite vraiment que cette personne garde un ancrage sur le terrain et on veut qu'il y ait un impact qui soit à la fois pour le professionnel, mais aussi pour les personnes que cette bourse vise et également le réseau, puisqu'on travaille en collaboration. Alors, plus concrètement, au niveau des bourses, voilà, il y a deux options. L'une, c'est la recherche-action, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, donc qui implique donc toujours collaboration, donc implique différents acteurs de la première ligne, qui va modifier votre pratique, qui va avoir un impact concret sur votre pratique. Et là, il y a un budget de 35 000 euros qui est disponible, et ce budget peut servir à la fois parce que vous libérez du temps pour faire cette recherche, parce que vous avez besoin de financer, par exemple, des bases de données, de la consultation de bases de données, parce que vous avez un soutien académique qui va vous aider à formuler la question de recherche, mais aussi pour tout ce qui est dissémination, implémentation. Si vous faites un voyage ou un séjour d'immersion, qui peut être aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, là, l'argent, enfin, le soutien de 10 000 euros peut vous servir à la fois pour couvrir vos frais de déplacement, de séjour sur place et tout ce qui est lié par la suite à l'implémentation et à la dissémination des résultats de vos observations. Ce qui est important à noter, c'est qu'en fait, les bourses ne financent pas du matériel, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer l'achat d'un ordinateur, mais par exemple, si vous avez besoin d'un programme particulier pour ce projet spécifique, ça peut éventuellement entrer en ligne de compte, mais ça ne doit pas servir non plus que à ça. Donc ça, c'est aussi important à noter. Pour ce qui est des critères d'éligibilité, donc je pense que, voilà, je vous ai déjà dit, professionnel de la première ligne, de l'aide et des soins. Alors, on a listé, et c'est non exclusif, mais les principales donc, différentes catégories de personnes de première ligne. Ce qui est important à noter, c'est vraiment, vous êtes le premier contact pour les personnes et éventuellement coordinateur et référent vers d'autres centres qui sont, par exemple, les centres hospitaliers. On veut que vous gardiez une activité sur le terrain, même si vous faites de la recherche. Et cette activité de terrain, vous devez vous la pratiquer depuis au moins 3 ans. Et ça doit représenter
minimum, enfin plus de la moitié de votre temps. C'est-à-dire que si vous donnez des formations, si vous donnez des cours, on ne considère pas ça comme une activité de première ligne. Et ça n'entre pas en ligne de compte. L'importance de garder un ancrage sur le terrain parce qu'on veut vraiment que la recherche parte du terrain, de votre expérience, cette expérience soit documentée et amène à une question de recherche. Et ce qui est important aussi, c'est que la personne qui a introduit le projet, c'est vraiment la personne qui est la porteuse du projet et la personne donc qui va être active sur le terrain et qui va vraiment mener ce projet. Donc voilà, et on souhaite que cette recherche soit utilisée pour de nouvelles initiatives. Alors, vous verrez aussi dans les critères d'éligibilité que éventuellement vous devez avoir l'accord de votre employeur. Donc ça, c'est si vous êtes effectivement employé. Et dans ce cas-là, c'est un petit élément technique, je dirais. On vous demandera de remplir un dossier compte de tiers. C'est exactement le même dossier que le dossier individu, mais simplement c'est pour des raisons techniques et pratiques internes à la fondation. Ce sont donc les personnes qui soumettent un projet n'ont pas été soutenues préalablement et elles ne doivent pas, le projet ne doit pas être finançable dans la stratégie de votre organisation, par exemple. Et donc, important aussi, c'est on veut que le projet démarre dans les 6 mois après le financement, c'est-à-dire que, grosso modo, il faut que le projet démarre pour mi-2025. Et on demande aussi justement, parce que pour assurer une qualité de la méthodologie, que vous ayez suivi ce webinaire ou que vous l'ayez vu, parce que comme nous l'enregistrons, vous allez pouvoir le retrouver après sur le site de la Fondation Bras-Baudouin. Donc ça, c'est une obligation pour pouvoir soumettre un dossier. À mon avis, c'est juin 2026. Effectivement, juin 2026, merci. Et je l'avais déjà vu et je pense de l'avoir corrigé. Juin 2026, oui, merci. Alors, les personnes qui n'entrent pas en ligne de compte, mais je crois que ça se découle un petit peu de ce qu'on a dit précédemment. Si vous avez une fonction de management de coordination, vous pouvez bien sûr aider la personne qui soumet le dossier, mais ce n'est pas vous qui êtes le porteur de projet en tant que tel, sauf peut-être dans une petite organisation où il y a plusieurs rôles qui se mixent. Mais le but, c'est vraiment d'avoir la personne qui est sur le terrain. Ça va vraiment, l'approche bottom-up. Euh, on ne soutiendra pas une recherche qui est financée par un centre universitaire, hospitalier, une haute école, peu importe. On ne veut pas que les personnes qui soumettent un dossier, ce soit un projet qui soit préalable à, par exemple, une recherche future en milieu hospitalier, un doctorat ou quelque chose de ce type-là. Il est évident que si vous voulez développer votre partenariat, c'est pas juste faire une recherche sur le partenariat qui est en place. Il faut quelque chose de plus. Il faut développer, il faut innover, il faut étendre ce partenariat. Euh, donc, on ne va pas non plus poursuivre une recherche qui est en cours et d'expérience, mais ça c'est plutôt pour les projets d'immersion. On ne soutient pas des formations ni des participations et des congrès. Ça ne fait pas l'objet de la bourse. En termes de sélection, c'est surtout l'intérêt le jury qui est composé d'experts de la première ligne va évaluer la motivation du candidat, sa disponibilité, l'intérêt qu'il a pour la thématique et l'intérêt de la thématique pour le réseau et le groupe cible. Les types de collaborations qui sont initiés. Important aussi, c'est l'impact que la bourse va avoir. Ça, n'oubliez pas dans vos dossiers de bien euh, enfin, déjà donner un aperçu de comment vous voyez l'impact que ça va avoir concrètement pour vous et pour les personnes, les bénéficiaires. Et alors, un point important aussi, et là, pour les candidats qui seront sélectionnés, il y aura des sessions qui vous permettront d'améliorer ça, mais anticiper et penser déjà à comment est-ce que vous voudriez implémenter ça dans votre pratique et également la disséminer. Dans quel réseau, comment vous voyez cette dissémination d'un point de vue très pratique. Donc, c'est vraiment un plan de dissémination. En cas de recherche, évidemment, et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est évidemment la qualité de votre question, de la méthodologie, et c'est pour ça qu'on organise le webinaire aujourd'hui, mais aussi vous faire aider avoir un ancrage scientifique pour vraiment essayer d'avoir un soutien qui vous permette vraiment de rester bien sur rail et d'avoir une approche scientifique et de penser aussi à l'ancrage durable des résultats. Le but aussi, c'est
votre pratique, mais si ça peut aussi euh, pouvoir avoir éventuellement s'exporter et peut-être être, comment dire, porté à plus grande échelle, c'est évidemment un plus et c'est ce qu'on essaye de faire à terme avec les bourses et les projets soutenus par les bourses. Et Gabriel, on a enfin, déjà juste une question. Quelle attente avez-vous au niveau de plan de démination? oui, je vais revenir après, si je peux juste terminer. Donc, je voudrais juste, au niveau des informations pratiques, donc rappeler que les dossiers doivent être introduits pour le 17 septembre au minuit, jusqu'à minuit, vous avez jusqu'à minuit, que la sélection et les interviews, donc on fait une présélection au sein de la Fondation Roi-Baudouin sur les critères d'éligibilité. Ensuite, le jury va évaluer tous les dossiers. On va en sélectionner, je dirais, une dizaine de francophones, une dizaine de jurys de projets néerlandophones. Et ces personnes-là seront, comment dire, invitées à une interview. Ensuite, la communication des résultats se fera quelque part fin octobre, au plus tard début novembre. Et ensuite, on prévoit une réunion avec les lauréats qui se fera en présentiel à la Fondation Rabaudouin début 2026, justement en présence de Ségolène pour vous aider concrètement, plus concrètement, dans votre projet à mettre en place votre recherche-action. Et alors, on prévoit plus tard dans l'année, fin 2026, début 2027, à une nouvelle réunion qui sera plus orientée sur l'implémentation et la dissémination des résultats. Donc voilà, ça c'est nouveau pour cet appel-ci, c'est qu'on prévoit un accompagnement euh, des lauréats un petit peu plus de plus près, je vais dire. Alors, par rapport au plan de dissémination, c'était ça, hein, vous. Mais c'est simplement, ben voilà, déjà avoir une idée qu'on puisse avoir une idée du réseau que vous avez, du réseau que vous souhaitez contacter avec votre projet et un peu déjà sous quelle forme vous pensez pouvoir disséminer les résultats. Ça peut être, voilà, organiser des réunions, un webinaire, vous voulez peut-être publier quelque chose voilà, ça peut être de cet ordre-là et idéalement avec déjà un timing, un plan, donc déjà un peu un enchaînement des différents éléments. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Sinon, vous m'envoyez un mail ou on en discute plus tard. Donc Oui, voilà, oui, ça c'était un vraiment petit peu un très récap bien. sur l'appel. Maintenant, je voudrais passer la parole à Ségolène qui va vous en dire plus sur la recherche-action. Super, merci Isabelle. Je reviens un petit peu en arrière. Hop. D'abord, peut-être deux petits mots. Donc, effectivement, je suis coordinatrice scientifique du réseau RESO, qui est un service universitaire de promotion de la santé à l'UC voilà, et qui fait du partage de connaissances et de la recherche participative et collaborative en matière sur des thématiques de santé au sens large du terme. Et je suis aussi post-doc à l'ULiège dans le cadre de la chaire Beehive, que vous connaissez peut-être, et qui est donc une chaire qui vise à renforcer la première ligne. Euh, et puis ma collègue In, qui est aussi là ce matin avec nous, Ine de Klerk, qui travaille à la Artevelde Hogeschool, qui va faire le même webinaire en fait pour les professionnels néerlandophones ce vendredi. Et donc on a préparé cette, euh, voilà, cette présentation de ce qu'est une recherche-action ensemble. Euh, et donc moi évidemment je fais la partie francophone. Euh, voilà, vous avez nos coordonnées sur cette slide, hein. Donc on a déjà présenté la bourse, donc le point 1 est fait, depuis, plus que 4. Ce que je vous propose, de vous présenter un petit peu c'est quoi une recherche-action finalement, plus sur des aspects plus théoriques, et puis qu'on rentre un petit peu plus sur certaines caractéristiques qui devraient vous guider ou qui devraient vous permettre voilà, de savoir si c'est fait pour vous ou si c'est des modalités qui vous conviennent pas ou qui conviennent pas à votre idée avec laquelle vous venez ce matin. Et puis avec Ine, on a réfléchi à quelques tips, hein, quelques conseils qui peuvent vous aider à préparer votre projet de recherche-action
pour soumettre votre dossier. Donc ici, on est vraiment plus sur des aspects, tiens, comment est-ce qu'on prépare en fait une recherche-action. On n'est pas encore dans comment est-ce qu'on fait une recherche-action. Comme l'a dit Isabelle, c'est plutôt des choses qu'on abordera début 2026 avec les personnes qui vont vraiment se mettre en recherche-action dans le cadre de cette bourse. Euh, Évidemment, on aura un temps de questions et sans doute des réponses à ces questions. Donc, au terme en fait de cette présentation, vous devriez pouvoir choisir de manière éclairée si l'option recherche-action de la bourse vous convient ou si peut-être que vous préférez faire l'immersion ou que finalement la bourse ne convient pas à ce que vous voulez faire. Et puis, vous pourriez être capable aussi d'expliquer les principales caractéristiques d'une recherche-action, que ce soit à vos collègues, à vos partenaires. Vous allez voir qu'une recherche-action, elle est de nature participative et collaborative. Et donc, cette intention devrait être chez chacun d'entre vous de pouvoir aussi dialoguer, discuter de cet aspect recherche-action avec vos collègues, avec les partenaires, avec les personnes avec lesquelles vous envisagez de travailler dans dans le cadre de votre recherche. Donc, vous devriez pouvoir leur expliquer ce qu'est une recherche-action grâce à ce webinaire. Et puis, vous devriez aussi être capable de commencer à préparer votre projet de recherche-action pour candidater à la bourse. Et là, les petits tips qu'on va vous donner vont vous aider, mais vous avez, donc c'est pour septembre, donc vous avez plusieurs mois pour le faire, mais on a proposé ce webinaire assez tôt dans l'année, entre guillemets, pour vous laisser le temps quand même aussi de digérer et voilà, de préparer ce dossier de manière sereine. Et puis enfin, vous allez voir qu'il y a pas mal d'hyperliens dans la présentation qui renvoient vers en fait une série d'outils ou de ressources qui peuvent vous aider dans votre préparation. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les termes qui sont soulignés quand vous recevrez cette présentation. Alors, maintenant, je passe parce que tout ça, on a fait. Et sans attendre, on va rentrer dans le sujet. Ce que je peux peut-être aussi préciser, c'est que si vous avez des questions qui vous brûlent la langue, vous pouvez les noter dans le chat. Et puis Esther va les récolter, puis on les traitera à la fin de la présentation. Ou alors vous les gardez pour le temps de questions-réponses. Alors pourquoi un tandem ici? Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est toute la beauté de la recherche-action, c'est d'arriver à se coordonner à plusieurs, à suivre une voie, si possible, pas trop sinueuse, sans tomber. Et surtout, vous allez voir aussi que la recherche-action, ça combine un aspect de recherche, un aspect d'action qui parfois n'est pas très facile à distinguer l'un de l'autre, et ce qui est tout à fait normal. Et donc, le tandem, finalement, est, je trouve, une bonne représentation de ce qu'est une recherche-action. Alors, vraiment, très rapidement, enfin, vraiment pas rapidement, juste pour les nommer, pour pas qu'ils ne soient pas nommés, c'est vous dire que la recherche-action, elle découle des travaux de Kurt Lewin et Paulo Freire, notamment, qui sont l'un un psychologue, l'autre pédagogue, et qui ont vraiment eu cette intention dans leur recherche de faire de la recherche utile à la société, utile aux enjeux sociétaux, et par la participation, par la capacitation des individus, l'empowerment, on dit parfois en français aussi. Et donc ça, c'est vraiment central dans les travaux qui définissent ce qu'est la recherche-action, et vous allez le voir. Et puis, je l'ai quand même mis Tineke Apma, qui est une chercheuse hollandaise et qui a travaillé beaucoup dans le domaine de la santé via des recherches participatives, des recherches-actions. Et le livre, je vous l'ai mis là, il est assez central, en tout cas chez nous, au réseau. Euh, mais c'est un nom quand même assez important dans le domaine de la recherche-action qui peut vous inspirer. En ce moment, elle travaille plutôt sur des questions liées aux personnes âgées. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle écrit. Évidemment, c'est soit en néerlandais, soit en anglais, hein. Alors, la recherche-action, c'est plutôt un style de recherche plus qu'une méthode. Donc, on va tout de suite abandonner cette notion de méthode qui peut faire peur. On y reviendra plus tard. Mais la recherche-action, c'est un style et c'est aussi une posture que vous prenez dans le cadre de votre recherche, qui consiste tout de même comme je le disais, combiner une démarche d'action, de mise en action, euh, et une démarche de recherche. Cette finalité, comme je le disais aussi via les travaux de Paulo Freire notamment, c'est vraiment d'agir pour changer une situation ou améliorer des pratiques en analysant les processus qui sont à l'œuvre, en analysant ce qui se passe.
en fait, et qui permet de produire des connaissances pratiques. Donc, l'aspect d'action, c'est pas une action individuelle que vous menez de votre côté, c'est vraiment dans un but de changer une situation qui concerne plus que vous, d'accord? Qui va au-delà de votre pratique personnelle. Mais j'y reviendrai aussi. Alors, la chercheuse actrice, vous allez voir que parfois je mets au féminin, parfois au masculin, plutôt que d'avoir de l'écriture inclusive, je surprends. C'est pas parce que je parle d'une chercheuse en particulier ou d'un chercheur en particulier, c'est une autre manière d'inclure, et vu que vous êtes certainement beaucoup plus de femmes que d'hommes ici, ça a tout son sens. La chercheuse actrice, elle travaille avec et pour les parties prenantes et pas sur les parties prenantes. Et ça, c'est important aussi. Et c'est là où la participation prend tout son sens. C'est que vous n'allez pas travailler vous n'allez pas étudier quelque chose ou quelqu'un, vous allez travailler avec des personnes et pour ces personnes. Et donc, il faut retrouver le lien, évidemment, dans tout ça, et ça va être tout l'enjeu de votre préparation. Et un aspect important quand même, c'est que ces acteurs sont consentants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont informés, éclairés de ce à quoi ils sont en train de participer. Donc l'idée de la recherche-action, c'est pas de mettre les gens en situation sans qu'ils en soient conscients. C'est de les mettre en situation en étant consentants et conscients de ce qu'ils sont en train de faire et à quoi ils sont en train de participer. Alors le chercheur acteur, parfois je mets entre parenthèses, parfois pas parce que c'est un peu long à écrire, prend part au processus de changement. Vous n'êtes pas là pour uniquement observer ce qui se passe, vous êtes aussi là pour agir. Voilà, mon ordinateur commence à faire un truc bizarre. Donc, vous prenez part au processus de changement. Donc, ne cherchez pas la neutralité. Ici, il n'y en a pas et on ne la cherche certainement pas, cette neutralité. Donc, il faut se défaire un petit peu de certains concepts ou de certains acquis qu'on a pu avoir dans son parcours académique parfois. L'idée ici, ce n'est pas de chercher à contrôler ce qui se passe et de contrôler sa subjectivité. Non, la subjectivité du chercheur et de la chercheuse a tout son sens ici et en fait est un élément essentiel du processus de recherche-action. Après, vous allez voir que le chercheur doit avoir d'autres qualités qui lui permettent que cette subjectivité contribue en fait à la recherche-action plutôt que en fait freine la recherche-action. On en reparlera après. Et donc, vous prenez part au processus de changement en tant que chercheur et vous mobilisez des outils de la recherche à chaque étape qui va soutenir la réflexivité, la vôtre, votre réflexivité. La réflexivité, elle est vraiment au centre de la recherche-action, mais aussi celle des participants. Et là, encore une fois, vous entendez entre les lignes l'aspect participation qui permet cette réflexivité. Alors souvent, on va présenter la recherche-action comme un processus cyclique qui est réflexif et qui passe par plusieurs étapes. La planification, préparer l'action, le fait d'agir, de mettre en œuvre l'action envisagée, ici qui est en lien avec la collaboration dans le cadre de cette bourse, observer et documenter, et analyser, se mettre en réflexion. Et on parle de quelque chose de cyclique parce qu'en fait, l'objectif, c'est que on recommence après. Mais on ne recommence pas à partir de zéro. Comme vous voyez, l'étape 1, ici, c'est planifier, préparer l'action. Dans un deuxième cycle, on révise l'action. À partir des enseignements que l'on a tirés du premier cycle, on vient réviser l'action et on recommence ce cycle de mise en action, d'observation et d'analyse. Alors encore un petit point ici sur ce qui peut distinguer une recherche-action d'une recherche. Alors j'ai mis entre guillemets traditionnelle parce qu'il n'y a pas vraiment de recherche traditionnelle. Il y a beaucoup de méthodes et d'approches de recherche très différentes. Mais ce qui fait la spécificité de la recherche-action, c'est vraiment qu'elle a un but de produire du changement. C'est pas juste étudier les changements, c'est aussi produire du changement pour résoudre des problèmes directement. Là où la recherche plus traditionnelle va servir à produire des connaissances pour comprendre les phénomènes et les situations sans nécessairement chercher la résolution directe. On va parfois chercher à théoriser de quelle manière la résolution pourrait se faire, mais on ne cherche pas par la recherche à résoudre une problématique, à agir sur une problématique. Donc à titre indicatif, parfois on parle aussi de la science des solutions et de la science des problèmes. La science des problèmes, c'est toutes les méthodes, notamment expérimentales, qui vont permettre de comprendre les problèmes.
Et puis la science des solutions va recouvrir une série d'approches de recherche qui permettent là plutôt de mieux comprendre de quelle manière solutionner, mieux comprendre les solutions aux problématiques un peu complexes. Et dans cette science des solutions, on retrouve la recherche-action, on peut aussi retrouver la recherche évaluative ou la recherche d'implémentation, etc., etc. Donc d'autres types de recherche comme ça, beaucoup plus ancrées sur les solutions. Alors par contre, les méthodes qui vont servir à documenter et analyser l'action vont être très similaires ou vont trouver écho à des méthodes qui vont être utilisées dans des recherches traditionnelles. Donc vous allez peut-être être amené à mobiliser l'observation, que ce soit l'observation participante ou l'observation non participante, mais c'est souvent plutôt l'observation participante en recherche-action. Des entretiens individuels, des entretiens de groupe, hein, donc des focus groups, ce qu'on appelle des focus groups, des entretiens de groupe, on peut aussi dire, des questionnaires plus quantitatifs, l'analyse documentaire, etc. Donc, ces méthodes que vous allez mobiliser pour documenter et analyser ce qui se passe quand vous vous mettez en collectif en action vont être assez similaires à des méthodes traditionnelles. Et là, on a ajouté quand même en note de bas de page, presque, en note de bas de slide, on pourrait dire, que les réunions, dans une recherche-action, les réunions sont des espaces très, très importants et qui font partie du dispositif de recherche. Donc, on vous invite à ne pas sous-estimer l'importance des réunions, de ce qui se passe en réunion, de ce que des réunions peuvent faire, parce qu'elles servent au dialogue critique entre les acteurs, elles servent à l'apprentissage mutuel, elles permettent aux parties prenantes de partager leurs expériences et leurs interprétations, et donc elles sont des sources de collecte de données, des méthodes de collecte de données à part entière aussi dans une recherche-action qu'il faut pouvoir voir de cette manière-là pour vraiment les utiliser de manière intéressante. Alors, quand est-ce qu'une démarche de recherche-action est pertinente? Ben, quand il y a déjà une nécessité de changement. Vous l'avez compris, s'il n'y a pas une nécessité de changement pour résoudre une problématique, ben, la recherche-action n'est peut-être pas très pertinente. Et cette nécessité de changement, elle va être pertinente dans le cadre il va être pertinent de faire une recherche-action pour produire du changement quand la situation est complexe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a une multitude d'acteurs impliqués dans la problématique et donc dans la solution à cette problématique, et que la solution, elle n'est pas simple. Il suffit pas juste de avoir un outil de dépistage, par exemple. Non, peut-être que l'outil de dépistage, il doit pouvoir être mobilisé par une série d'acteurs en interdisciplinarité, etc. Et donc, la solution, elle n'est pas simple, c'est pas juste l'outil. Mais vous voyez dans mon exemple que ça dépend vraiment de comment vous présentez les choses. Si vous pensez que l'unique mise à disposition d'un outil de dépistage va résoudre la problématique, c'est peut-être qu'il manque là une analyse du contexte qui va vous inciter en fait à vous dire en fait c'est peut-être pas si simple que ça. La solution semble simple, mais en fait elle n'est pas si simple que ça parce qu'il faut que tous les acteurs puissent utiliser ce dépistage, il faut de l'interdisciplinarité, il faut de la communication, etc. Et là on a une analyse complexe du contexte. Et la solution donc n'est pas simple et elle nécessite d'être réfléchie à plusieurs pour prendre en considération justement toutes ces réalités et tous les freins potentiels et ressources potentielles à l'implémentation dans mon exemple de cet outil de dépistage. Ensuite, il y a aussi cette question de la pérennisation de la solution. Est-ce que la pérennisation de la solution, elle implique de produire quand même des connaissances pratiques? Ça, c'est aussi une autre des justificatifs des arguments qui peuvent vous inciter à vous dire une recherche-action, dans mon cas, est intéressante parce que j'ai besoin de produire des connaissances sur ce qui se passe, sur l'expérimentation de l'action, pour pouvoir assurer la pérennisation de ma solution, de l'action que l'on est amené à expérimenter. Alors, l'autre aspect qui n'est pas à sous-estimer quand on veut se lancer dans une recherche-action, on doit quand même pouvoir s'être assuré qu'il y a la possibilité de créer des espaces pour apprendre sur et dans les pratiques. Et ça, c'est l'exemple de la bourse, et c'est ce que la bourse vient ici soutenir, c'est vous permettre de mettre des conditions favorables à vous mettre en recherche-action
parce qu'il vous propose de libérer du temps pour ça notamment. Et donc, il ne faut pas sous-estimer les conditions plus institutionnelles qui sont nécessaires à se mettre en recherche-action. Alors, je vous ai mis ici une définition. Il y en a beaucoup, évidemment, des définitions de la recherche-action, mais je vous la mets ici. Donc, c'est bien une période d'enquête. Vous voyez, ils ne disent pas que c'est une méthode, c'est une période d'enquête. C'est un moment d'enquête dans lequel vous décrivez, vous interprétez, vous expliquez des situations sociales dans le cadre d'une mise en œuvre d'une intervention, d'une action qui va résoudre un changement, qui devrait être, enfin, qui est destiné à résoudre un changement ou à introduire un changement, pardon, pour une amélioration, que ce soit l'amélioration des pratiques, l'amélioration d'une situation, euh, ça peut être très varié. Donc, elle cherche à résoudre un problème dans un contexte spécifique. Vous avez bien compris qu'on ne cherche pas à contrôler le contexte, on ne cherche pas à ce que l'action soit réplicable telle qu'elle partout. C'est pas ça l'objectif. On situe vraiment l'action que l'on cherche à développer dans un contexte et on prend totalement conscience de tout ce que le contexte, de comment le contexte influence en fait la mise en œuvre de l'action. Et c'est ça tout votre rôle de recherche ici, c'est aussi de documenter de quelle manière ce contexte a fait levier ou au contraire a fait barrière à l'implémentation de votre action. Ensuite, la recherche-action, c'est une démarche qui implique un groupe de personnes et qui est fondée sur un partenariat entre les chercheurs-acteurs et les participants. Et ça, on va en reparler de manière plus précise après. Le processus participatif, il est éducatif. Hein. Paulo Freire, c'est vraiment son dada, entre guillemets. Enfin, c'était vraiment son dada. Donc, éducatif et capacitant. Empouvoirant, pour dire aussi, les Français disent ça. Ou en tout cas, qui a une nature qui permet de capaciter les individus qui participent. C'est pas juste, du coup, d'aller puiser chez eux des données, d'aller puiser chez eux des connaissances. C'est en fait de les mettre, eux aussi, en démarche de changement. Ça implique une approche dynamique dans laquelle l'identification des problèmes, la planification, l'action et l'évaluation sont un peu liées. C'est les 4 étapes que je mentionnais tout à l'heure qui sont ici formulées un peu différemment. Et les connaissances qui sont produites par la réflexion et la recherche et les méthodes de recherche peuvent être tant qualitatives que quantitatives. C'est pas lié à une méthode en particulier, la recherche-action. Donc, vous pouvez mobiliser tant des entretiens semi-directifs, par exemple, que des questionnaires ou des sondages, voire les deux. Hein. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples de recherche-action qui reprend pour certains sur des rapports, sur d'autres des productions scientifiques. J'ai oublié de vérifier si elles étaient en open access, mais j'irai vérifier et sinon voilà, je les donnerai à la Fondation Roi Baudouin pour que vous puissiez y avoir accès. Alors ici, on vous a remis quelques questions qu'il est intéressant de se poser pour savoir si la recherche-action vous convient. Par exemple, est-ce que les transformations que vous envisagez nécessitent un changement en profondeur des pratiques et des relations, des structures? Ou est-ce que ma situation pourrait évoluer par des ajustements simples et ciblés? Est-ce que le contexte dans lequel ma problématique s'inscrit mobilise une diversité d'acteurs, d'enjeux, de points de vue? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, cette complexité. Est-ce que ma problématique appelle aussi à une transformation sociale, organisationnelle ou pédagogique? Est-ce que les personnes impliquées doivent faire finalement un glissement aussi de leur côté pour que l'action, que la résolution du problème puisse être pérenne? Est-ce qu'il s'agit d'une situation incertaine, qui évolue, qui est mal définie et qui nécessite à la fois d'agir et à la fois de comprendre ce qui se passe? Et est-ce que je suis prête en tant que chercheuse, actrice ou en tant que chercheur, à remettre en question mon rôle d'expert pour co-construire et savoir avec d'autres? Et ça, c'est vraiment essentiel de faire ce travail de glissement où on n'est pas expert de son sujet, expert de la thématique, mais on est expert de mettre les gens ensemble pour qu'ils contribuent à la résolution de la problématique. Alors, vous l'avez compris, derrière toute cette présentation de ce qu'est une recherche-action, on peut distinguer les caractéristiques suivantes que je vais développer un peu plus. D'abord, la recherche-action, elle est cyclique et elle est guidée par le changement social. Ensuite, elle est collaborative et participative, elle est ancrée dans le contexte, elle est réflexive et elle va donner la priorité aux apprentissages. Et elle produit et elle mobilise différentes formes de connaissances.
Alors, je reviens sur ces 4 étapes que je disais tout à l'heure. Euh, on va effectivement identifier souvent que la recherche-action, elle s'articule autour de 4 grandes phases, 4 grandes étapes, hein. On planifie et on prépare l'action, on agit, on l'observe, on la documente, et puis on l'analyse, on se met en réflexion, on l'évalue pour pouvoir réviser l'action et on recommence un deuxième cycle. Alors, même si vous avez peut-être l'impression là que c'est très structuré, en fait, une recherche-action implique d'avoir une démarche très flexible et pas du tout rigide dans la poursuite des changements souhaités. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, vous savez où vous démarrez. En septembre, quand vous remettrez votre dossier, vous savez où vous démarrez, mais vous n'allez pas savoir où vous allez arriver. Et il faut accepter en fait cette incertitude, parce que c'est ça qui permet réellement de produire les changements. Sinon, c'est des changements qui viennent du haut, hein, top-down, et ça ne fonctionne pas en fait, ou c'est pas du tout pérenne. Donc, planifier, on va se poser la question, sur cette étape, cette phase de planification, vous allez vous poser la question, c'est quoi la situation problème? Qui est impliqué par cette situation et qui doit être impliqué dans la recherche-action? On parle aussi des parties prenantes. Quel changement est-ce que j'attends? Et quelle est la question de recherche? Et par quoi on va définir le succès de l'action? Pendant l'étape de l'action et de la mise en œuvre de l'action, il faut vous poser la question, quelles actions doivent être mises en œuvre pour produire les changements souhaités? Encore une fois, qui doit être impliqué dans la mise en œuvre de l'action cette fois? Et quelles ressources sont à ma disposition pour mettre en œuvre l'action? Hein, ne sous-estimez pas l'importance des ressources. Dans la phase d'observation, de documentation, on va chercher à clarifier qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on va documenter pour voir les changements qu'on attend. Quelles données est-ce qu'on a besoin, par quelle méthode on va les collecter et qui va participer à la collecte des données. Puis après, on se met en analyse et on se met en réflexion. Comment est-ce que les données vont-elles être analysées? Comment est-ce que nous allons apprendre des données collectées? Quelles leçons on a envie de tirer de nos réflexions? Puis quelles sont les prochaines étapes? Et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore et qui nécessite un deuxième cycle pour poursuivre la recherche-action? Alors en théorie, c'est un cycle en étapes et c'est comme ça que vous allez le développer dans votre dossier pour vous préparer. Mais dans la réalité, ce sont des étapes qui sont très itératives. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir facile à distinguer, là je suis dans l'étape de planification, ok maintenant, demain, je rentre en étape d'action. En fait, c'est beaucoup plus flou que ça. Les frontières entre ces étapes, elles sont beaucoup plus... elles sont pas du tout fermées, elles sont pas rigides. Et donc, vous allez avoir pas mal d'allers-retours. Et c'est ça la richesse de la recherche-action aussi. C'est de permettre, vu qu'elle n'est pas rigide d'un point de vue méthodologique, c'est de permettre ces allers-retours, mais toujours dans un objectif des changements souhaités. Donc, toujours au service des changements que vous cherchez à produire. Donc, ne paniquez pas si dans l'implémentation, mais donc ça, on y reviendra en janvier, vous n'arrivez plus à vous situer dans ce cadran. Mais ça va vous aider, ces étapes vont vous aider à vous organiser, à vous préparer, en fait. Ensuite, on l'a dit, elle est collaborative et participative. Donc, il y a de nombreuses parties prenantes qui sont concernées par la problématique, la situation problème, et par la solution que vous cherchez à développer. Et elles peuvent jouer des rôles très variés aussi, mais elles sont indispensables à la mise en recherche-action. Leur participation dans la recherche-action, la manière dont elles vont participer, ces parties prenantes, et là, je fais un gros tas, hein, les parties prenantes, je les mets tous dans un gros tas, mais en réalité, vous allez voir, on va le voir ensemble après, vous avez plein de groupes de parties prenantes différentes qui peuvent participer de manière très différente à votre recherche-action. Mais l'importance ici la question importante que vous devez vous poser là maintenant, c'est à quel niveau de participation et à quel moment de la recherche-action ces différentes parties prenantes vont participer. Et être conscient de la manière dont elles participent, de quelle manière, quelle porte vous leur ouvrez à la participation. Vous le voyez là à droite sur cette échelle qui est bien connue et je vous invite à aller voir cette production ici qui parle des démarches participatives et qui clarifie un petit peu de quoi il s'agit. En fonction du niveau de participation que vous leur laissez, les parties prenantes vont être amenées soit à informer, à être consultées, parfois à être des conciliateurs,
C'est ce qu'on va appeler la coopération symbolique. Et puis parfois, on va vraiment rentrer plus on monte dans l'échelle, plus ces parties prenantes vont avoir aussi la possibilité d'être capacitées par le processus de recherche-action, de pouvoir réellement être acteurs de la recherche-action. Et donc là, on va parler plus de partenariat, de délégation de pouvoir, etc. Et en fait, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que dans mon projet de recherche-action, la participation, c'est un moyen pour atteindre mon objectif? Est-ce que finalement, je propose à ces parties prenantes-là de participer parce que je pense qu'en participant, je vais atteindre mon objectif? Ou est-ce que la participation, c'est une condition de l'objectif, c'est une finalité? Est-ce que la participation, le fait qu'elle participe, ces parties prenantes, c'est en fait un objectif en tant que tel de ma recherche-action, sous prétexte que, enfin pas sous prétexte, mais sous l'idée qu'en participant, ils sont capacités et donc il y a la possibilité d'un changement au final. Et en fonction des différentes parties prenantes, des différentes catégories de parties prenantes, vous pourriez avoir des parties prenantes qui participent parce qu'ils jouent un rôle, ils permettent en fait d'atteindre votre objectif prédéfini, et puis d'autres parties prenantes qui participent parce qu'ils sont des réels acteurs du changement et que c'est par la participation que vous les capacitez et que vous que vous permettez de développer leurs compétences et de développer aussi leur capacité à produire le changement souhaité. D'accord? Et ça doit être défini quand même assez tôt. Je ne l'ai pas dit, mais quand vous voyez ce petit symbole, c'est que c'est un tips. Et votre rôle de chercheur ou de chercheuse, ben, comme je le disais, il est impliqué dans le processus de changement, il fait partie du processus. Et donc, vous ne devez pas chercher à être externe. Alors, soit vous faites partie de l'équipe et vous faites une recherche sur votre propre pratique, ou en tout cas intégrée à votre propre pratique. Il peut arriver des situations, mais ce n'est pas le cas ici, je pense, où le chercheur aide une équipe à naviguer dans le cycle de la recherche-action. Et c'est peut-être là le support académique dont parlait Isabelle tout à l'heure, c'est le rôle un peu qu'il pourrait jouer, c'est vous aider, vous, à naviguer dans ce cycle de la recherche-action. Votre rôle va être de chercheur va être de faciliter la réflexion et le travail collaboratif, hein, et de faciliter le changement. Vous allez du coup être très attentif à la participation des parties prenantes et donc aux dynamiques de groupe, au pouvoir, aux relations de pouvoir qui peuvent naître dans des lieux de discussion et de dialogue. Euh, je pense par exemple à un espace de dialogue où on rassemble médecins et infirmiers ou autres métiers du paramédical. Bah, là, vous allez sans doute devoir être attentif à, tiens, est-ce que je donne le même poids aux paroles, aux expériences des professionnels du paramédical que à l'expérience du médecin? Et comment je gère le fait que le médecin ou la médecin prenne plus de place et plus de poids dans ces discussions? Donc, ce sont des aspects auxquels le chercheur doit être très attentif, évidemment. Et oui, en tant que chercheur, vous allez guider les personnes qui sont impliquées dans le processus de recherche-action. Vous devez arriver à vous mettre de côté pour permettre aux parties prenantes de s'approprier la recherche-action, tout en restant dans le processus. Ici, j'ai mis quelques qualités qu'on va attendre d'un chercheur qui participe à une recherche-action. C'est pouvoir dépasser les frontières traditionnelles entre professionnels, disciplines, lieux, etc., hein, pour pouvoir susciter des discussions et des réflexions communes. Être capable de prendre le risque d'être critiqué aussi, c'est une posture qui est souvent pas évidente à avoir dans le cadre d'une pratique professionnelle en plus. Et puis être capable de communiquer efficacement, d'avoir une pensée ici visionnaire, d'être stratégique, d'être empathique aussi et motivant pendant toute la durée de la recherche-action. Alors, troisième caractéristique, être ancré dans le contexte. Il est important vraiment d'avoir une attention très particulière au contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aux aspects politiques, aux aspects organisationnels, relationnels, culturels, historiques. Et donc d'avoir une bonne analyse presque systémique, finalement, du contexte dans lequel s'inscrit votre action, en amont déjà de votre projet, et puis pendant toute la durée du projet. Donc le contexte ici joue un rôle essentiel et ne doit pas être contrôlé. On ne doit pas chercher à limiter son influence. Au contraire, votre rôle de chercheur ici dans la production de connaissances, c'est aussi justement de bien comprendre de quelle manière les aspects du contexte ont pu jouer un rôle de facilitateur ou de barrière. Et donc j'ai remis cette phrase en anglais qui veut finalement dire que il n'y a pas une forme qui convient à tout, en fait, hein. Donc votre action, elle va être contextualisée, elle va être située, et c'est la meilleure manière pour qu'elle fonctionne, parce qu'il n'y a pas
une manière de faire qui va convenir à tous les contextes. Et donc, petit tips aussi ici, veillez à vraiment bien cerner le contexte, à montrer que vous avez bien une bonne conscience, une bonne compréhension du contexte dans lequel s'inscrit votre projet, notamment par exemple en discutant avec des parties prenantes. Ensuite, elle est réflexive et elle donne la priorité aux apprentissages. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chercheuse a besoin d'espace pour cheminer, mais qu'elle doit aussi créer les conditions pour permettre aux parties prenantes de se mettre en réflexion et d'apprendre, toujours dans le but de poursuivre de produire, pardon, les changements souhaités, hein. Mais dans ce cheminement personnel et dans le développement d'un environnement favorable au cheminement des autres, vous devez, comme je vous le disais tout à l'heure, être très attentif à garantir l'intégrité des personnes et avoir une démarche éthique, à vous poser des questions sur, tiens, qu'est-ce qui se passe ici en termes de dialogue? Comment est-ce que je vais traiter des intérêts divergents? Ça, il faut se préparer en fait à des situations similaires, à des situations où les personnes qui participent ne sont pas d'accord sur quelque chose. Et donc, il y a pas mal de formation à l'intelligence collective, notamment à la délibération, à la facilitation, qui peuvent aussi vous aider à vous préparer à ce genre de situation. Et puis aussi, comme je disais, voilà, qu'est-ce que je fais d'une opinion qui est minoritaire? Et là, euh, en réunion, c'est pas toujours évident d'identifier que la personne qui ne parle pas beaucoup, par exemple, et qui dit une chose qui n'est pas complètement compris par tout le monde ou qui n'est pas complètement, enfin, qui ne fait pas l'objet d'un débat après. Qu'est-ce que je fais de cette petite chose qui, pour moi, en tant que chercheur, m'intéresse parce qu'elle montre un autre visage à ce qui se passe ou elle amène une autre dimension. Et moi, en tant que chercheur, bah, ça m'intéresse parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une compréhension globale de la situation pour produire ce changement. Donc voilà, ce sont des questions qu'il faut essayer d'anticiper ou en tout cas prendre conscience que ces questions vont se poser pendant un processus de recherche-action. Je pense que c'est la dernière caractéristique. Donc, la recherche-action, elle produit et elle mobilise des connaissances qui sont très variées. Et toutes les formes de connaissances qui vont contribuer à la compréhension de ce qui se joue va être bonne. Et donc, ne cherchez pas non plus à ce que les connaissances que vous collectez soient de qualité scientifique, dans le sens où, selon certains critères de qualité qui ont été définis pour d'autres types de recherches, ça ne devrait pas correspondre. En fait, ici, bien sûr, il y a certaines choses auxquelles il faut être attentif, notamment pour préparer les entretiens semi-directifs ou des sondages et des enquêtes. Mais toutes les formes de connaissances vont être intéressantes, tant celles qui viennent de la littérature, que les perceptions des parties prenantes, que les expériences des usagers, que vos observations et que les intuitions. Ne sous-estimez pas l'importance des intuitions aussi. Et donc, par exemple, ce qu'il arrive bien souvent, c'est qu'une réunion de mise en commun ou d'analyse collective se termine. Éventuellement, ils ont accepté que vous enregistriez la réunion, mais on pourra en reparler, c'est pas forcément ce qui va vous faire gagner du temps. Et puis, tout le monde s'en va, mais c'est en fait aux pauses ou après les réunions où on va venir vers vous et vous dire des choses qui vont être ultra importantes. Et ça, c'est votre rôle de chercheur, et on en parlera après de comment vous pouvez faire de pouvoir identifier ce moment où des personnes viennent vous dire des choses qu'elles n'ont pas osé dire en réunion ou qu'elles n'ont pas formulées de cette manière-là ou que vous n'aviez pas compris de cette manière-là. Et vous devez les prendre, les noter, les intégrer et puis en faire quelque chose à un moment donné, quoi. Donc même si le moment de collecte de données est terminé formellement, il peut encore y avoir des connaissanbles et des moments intéressants. Alors, un vrai ou faux, juste pour voir si vous suivez un peu ce qu'on a déjà vu tout ici. Je sais pas si on n'a pas beaucoup de temps, mais très rapidement, dans la conversation, la première, à votre avis, vrai ou faux? La recherche-action vise uniquement à produire des connaissances théoriques. Le premier qui répond faux, voilà, évidemment, c'est faux. La recherche-action suit un processus cyclique incluant l'analyse, l'action, l'évaluation, l'ajustement. Qui va répondre en premier? Vrai, tout à fait. Les participants sont uniquement des sujets d'observation dans une recherche-action. Vrai ou faux? Faux. La recherche-action permet d'améliorer une situation concrète tout en construisant des savoirs. Vrai. La recherche-action peut être menée de manière collaborative avec des personnes concernées. Il y a une petite astuce ici.
Petit piège. Vrai, et moi j'ai mis faux. Parce que c'est pas peut être menée, elle doit être menée. Elle doit être menée de manière collaborative avec les personnes concernées. Voilà, c'était une petite, petit piège. Bon, j'en arrive aux tips pour préparer votre recherche-action. Premier tips, cernez bien la problématique. Votre problème, mon problème, c'est pas le problème et c'est pas la problématique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous constatez que alors c'est pas lié à la première ligne de soins, je m'en excuse, l'exemple est lié au monde scolaire, mais je constate que de plus en plus d'élèves ne se sentent pas bien à l'école. Ça, c'est mon problème d'enseignant, par exemple, ou de directeur, ou peu importe. Le problème, c'est que le sentiment de mal-être des élèves s'observe par une baisse de la motivation à apprendre et un désintérêt des élèves pour ce qui est proposé à l'école. Vous voyez, on prend un pas de recul, on prend de la hauteur et on essaye de mieux comprendre le problème. On se détache de son problème et on essaye de comprendre le problème. Puis on peut prendre encore un pas de hauteur encore plus et on va dire que la problématique, c'est de construire un environnement scolaire qui est propice au bien-être des élèves et au développement de sa curiosité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez préparer votre recherche-action, faites cet exercice de vous dire, tiens, est-ce que ça c'est mon problème? Est-ce que c'est le problème ou est-ce que c'est la problématique? Ou comment est-ce que de mon problème, de ce que j'identifie dans ma pratique comme étant un problème, je prends du recul et je prends de la hauteur pour identifier le problème et finalement la problématique. Et comment est-ce qu'on fait cet exercice? En discutant avec les parties prenantes, justement. En discutant avec vos collègues, en discutant avec vos partenaires, éventuellement en discutant avec des usagers, pour vous permettre en fait de progressivement dézoomer de votre problème pour arriver à une problématique. Vous pouvez aussi utiliser évidemment les lectures, etc. Ça, c'est à faire assez rapidement dans votre dossier parce que c'est sur base de la problématique que vous allez planifier tout le reste de votre recherche-action. Alors, vous pouvez lire, évidemment, analyser l'existant, tips 2, vraiment bien s'informer. Je vous ai mis ici plusieurs bases de données en lien avec de la littérature que vous pouvez aller consulter par rapport à ce que vous cherchez à investiguer comme problématique. Puis analyser l'existant, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, utiliser les réseaux qui existent pour vous informer, vous documenter. Et mettez bien en évidence dans votre dossier que vous avez lu, ce que vous avez lu, pardon, et ce que vous avez trouvé en utilisant des références bibliographiques. Alors, il y a plein de guides ou références bibliographiques. Le but, c'est pas qu'elles soient parfaitement bien formulées, mais qu'on puisse retrouver la source que vous avez utilisée pour avancer ce que vous avancez dans votre dossier. Alors, troisième tips, il faut pouvoir expliciter le but de la recherche, la question de recherche, pardon, et les changements souhaités, ça arrive ici, mais sans se contraindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un dossier, c'est en théorie, c'est comme ça que c'est ça le but, c'est ça la question de recherche. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et évidemment, vous savez où vous démarrez, c'est ce que vous allez mettre dans votre dossier, vous ne savez pas où vous allez arriver. Donc, l'objectif ici, c'est de formuler les choses, d'expliciter les choses au mieux, mais sans pour autant le voir comme une contrainte. J'accélère un petit peu. Donc, le but, c'est quoi? C'est de répondre. Qu'est-ce que le but doit avoir comme caractéristique, pardon? Répondre à un besoin social ou professionnel. Par exemple, vous allez utiliser un verbe d'action comme la co-construction. Il doit permettre de se traduire en action, oui c'est ça, donc utiliser un verbe action, et en connaissance. Et donc on doit avoir dans votre question, dans votre objectif, qu'il y a un aspect aussi d'analyse ou d'évaluation de ce que vous cherchez à faire. D'accord? Il doit être réaliste. Vous allez le voir souvent, ce terme réaliste. Il faut que ce que vous proposez soit réaliste. Ce soit faisable, quoi. La question de recherche, elle doit être, c'est une question qui doit être posée et trouver des réponses. Ce qui n'est pas une question qui vous intéresse, qui pique votre curiosité. La question de recherche, elle doit vraiment vous permettre au jury de comprendre que c'est une question qui doit être posée et qui doit trouver des réponses. Et que ce n'est pas juste une question qui pique votre curiosité. D'accord? Et ça, c'est notamment avec les lectures que vous allez pouvoir asseoir un peu la légitimité de votre question de recherche. Et alors, elle doit être orientée vers le changement social qui est visé. Donc, souvent, une question de recherche en recherche-action, elle commence par comment. Elle peut avoir d'autres mots interrogatifs, mais en tout cas, il y a la question du comment, vu qu'on va s'intéresser au changement. Et justement, vous devez pouvoir expliciter aussi les changements que vous souhaitez voir. Hein.
Au plus le contexte et les besoins vont traduire cette complexité du terrain, hein, je vous disais, si vous voulez juste introduire un outil de dépistage et que vous le présentez comme ça, bah ça renvoie que vous avez peut-être pas bien analysé le contexte et pas bien anticipé qu'est-ce que l'introduction d'un outil de dépistage peut réellement poser comme question sur le terrain. Donc une bonne analyse du contexte et des besoins va permettre que vous ayez des changements qui soient très pertinents et plus précis, en fait, les changements attendus. Alors, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à faire ce travail de formulation, d'explicitation, notamment la théorie du changement, le modèle logique. Si jamais c'est dans le cadre d'une formation, vous avez le modèle de Kirkpatrick qui est souvent utilisé, et puis vous connaissez certainement les objectifs SMART. Donc, veillez à formuler des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Quatrième tips, bien identifier en amont dans votre dossier qui sont les acteurs du changement, qui sont les parties prenantes. Les parties prenantes de la problématique et les parties prenantes de la solution. Parfois c'est les mêmes et puis parfois il y en a d'autres. Et bien comprendre aussi les rôles qui sont joués par ces acteurs. Et puis aller à leur rencontre en fait, dès la préparation du dossier, si vous avez l'opportunité d'aller les rencontrer, d'en discuter avec eux, c'est déjà ça qui vous permettra de préciser votre projet. Vous pouvez faire cette analyse avec vos collègues, avec vos partenaires pour avoir une vision effectivement complète. Et là, le rainbow diagramme, ici je l'ai traduit parce que il n'existe pas vraiment en français. En fait, c'est une manière de positionner les différents types de parties prenantes selon si... Est-ce que vous voyez ma souris là? Je regarde, Isabelle, oui. Selon s'ils sont affectés ou s'ils influencent, s'ils sont affectés par la problématique, hein, ou s'ils influencent la problématique, ou s'ils font les deux. Et puis en fonction de s'ils sont affectés ou influencent fortement, ben, vous les placez ici au centre. Si c'est modérément, c'est ici. Si c'est faiblement, ici. Ça vous permet cette analyse surtout d'avoir, enfin, ça vous aide en fait à avoir une analyse des parties prenantes. Il y a un autre outil qui arrive ici. Pensez les espaces de dialogue et de participation. Dans votre planification, il faut qu'il y ait des espaces où vous allez inviter les parties prenantes à se rencontrer, à se réunir, à discuter, etc. Mais pas toutes les parties prenantes. Peut-être que vous allez avoir des espaces de dialogue avec certaines parties prenantes qui sont plus au cœur de votre démarche de recherche-action, et puis d'autres parties prenantes qui contribuent d'une autre manière. Et ça, c'est ce que permet ce petit outil ici, de positionner au centre les acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance de la recherche-action, c'est-à-dire vraiment dans les choix qui vont être pris par rapport à l'action, etc. Puis des acteurs dans le deuxième cercle qui contribuent plutôt à la mise en œuvre de la recherche-action, puis des acteurs qui fournissent des données ou chez qui on va aller chercher des données, puis les acteurs qui sont plutôt des alliés ou des facilitateurs. Ça peut être par exemple des personnalités politiques ou des échevins, ce genre de choses. Ici au cœur, vous allez peut-être aussi retrouver votre collaborateur scientifique, enfin, l'équipe scientifique qui a accepté de vous aider à mener la recherche-action. Alors, pour les espaces de dialogue et de participation, il y a plein de techniques. Il y a tout ce qui, évidemment, ça se passe souvent en réunion, mais pas uniquement. Ça peut être aussi lors d'entrevues. Vous avez tout ce qui est technique d'animation et d'intelligence collective qui peuvent vous aider aussi à créer un environnement favorable au dialogue et à la participation. Et parfois, je le mets ici, parfois il ne faut pas créer des nouveaux espaces. Parfois, il existe déjà des espaces. Ça peut être par exemple des réunions d'équipe ou ce genre de choses. Donc, mobiliser aussi ce qui peut exister déjà comme lieu de rencontre pour ne pas multiplier le travail, parce que chaque nouveau espace de dialogue est du travail supplémentaire pour le chercheur. Ensuite, penser les espaces de réflexivité, c'est-à-dire prévoir comment le chercheur, mais aussi les parties prenantes, vont documenter le processus de recherche-action et les changements, et capitaliser régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire capitaliser? Ça veut dire permettre d'expliciter, d'indiquer, de rédiger, ça se passe beaucoup par l'écrit, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Quelles sont les étapes par lesquelles on est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Quelles réunions ont été menées? Donc avoir vraiment, ça c'est la rigueur du chercheur, que de capitaliser, d'avoir des moments où il s'arrête et il se dit, OK, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que ces 2 derniers mois, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce que je redispose ce qui a été dit, les analyses que j'ai faites? Voilà, c'est prendre le temps, un espace pour vous, chercheurs, qui vous permettent en fait de capitaliser, c'est-à-dire d'ancrer ce qui a été fait.
parce qu'on peut vite être dépassé par le temps qui passe très vite. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a le journal de recherche, on appelle ça aussi le journal des retombées. Donc, vous, en tant que chercheur, vous allez avoir ce petit journal. Alors, il prendra la forme qui vous plaira. Ça peut être un petit cahier écrit qui est très beau parce que du coup, ça donne envie de l'ouvrir. Ou ça peut être un gros cahier parce que vous aimez bien avoir voilà, une grande feuille devant vous. Ou ça peut être une tablette, ou ça peut être plein de choses différentes. Évitez les post-it comme moyen permanent de prendre des notes parce qu'on s'y perd quand même assez régulièrement, mais vous pourriez avoir des post-it sous la main pour les moments où vous n'avez pas votre journal de recherche. Alors, les espaces de réflexivité, ça peut être aussi les échanges que vous avez avec votre partenaire scientifique, parce que c'est là où vous pouvez pleinement adopter votre rôle de chercheur et le partenaire scientifique va vous mettre dans cette posture-là de chercheur et il va vous inviter, s'il le fait bien, il va vous inviter en fait à réfléchir à ce que vous avez vu, à ce que vous avez collecté, etc. Alors parfois, il y en a qui utilisent des moyens comme WhatsApp Signal. Alors soit j'ai déjà entendu parler de chercheurs qui envoie des notes à son compagnon ou à sa compagne ou des notes à soi-même. Et donc, vu que le téléphone, on l'a toujours à portée de main, parfois sur le vélo, quand on promène le chien, on pense à quelque chose et hop, 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 avoir son WhatsApp à côté pour faire un voice ou pour faire un message, pour noter quelque part sa pensée ou son analyse, bah, c'est facile et c'est souvent assez utile pour après. Et donc, imaginez vraiment des méthodes qui sont faciles à intégrer dans votre quotidien et qui sont respectueuses aussi de vos atouts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes visuel ou si vous êtes plutôt papier ou si vous êtes plutôt nouvelle technologie, etc. Soyez respectueux de vos atouts. J'arrive à la fin. Prévoir le monitoring et l'évaluation. Décrivez vraiment bien les changements que vous souhaitez voir. Identifiez des indicateurs qui vont vous permettre de les observer. Là, il y a plusieurs techniques. J'ai mis ici quelques sites qui peuvent aussi vous aider à faire ça. Évidemment, ce que vous allez prévoir maintenant sera peut-être différent de ce que vous allez faire réellement, mais c'est important de faire cet exercice dès maintenant parce que ça explicite les choses. C'est comme le plan de dissémination dont on parlait tout à l'heure, il faut le prévoir dès maintenant, même si, in fine, c'est pas ça que vous allez faire parce que quand vous allez en discuter avec les parties prenantes, ils vont avoir d'autres idées ou parce que voilà, tout va changer au cours du jour. Je vais juste faire ça parce que ça me déconcentre. Donc là, pour le plan de dissémination, il faut avoir des objectifs de dissémination. Vers qui pourrait être intéressé par ce que vous avez fait? Qui aurait une utilité ou pourrait aussi utiliser ce que vous avez mis en place. Vous pourrez refaire la même démarche, mais ailleurs et en partant de ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de ce qui s'est fait pour en fait en parler autour de soi? C'est une manière parfois de voir aussi la dissémination. Évidemment, il faut adapter les formats de diffusion au public que vous visez et aux objectifs que vous faites. Non, je ne suis pas sur le PowerPoint. Alors, small is big, c'est toute l'idée du réaliste, rester dans le faisable. Il ne faut pas sous-estimer le travail que ça représente que de faire une recherche-action. Et donc, il faut parfois avoir des objectifs pas trop ambitieux, parce que c'est ce qui va permettre de vraiment atteindre son objectif. Il faut rester flexible. C'est pas votre bébé. La recherche-action, ça ne doit pas le devenir. C'est un bébé qui doit être commun. Ça n'existe pas vraiment, mais c'est un bébé partagé à plusieurs. Et donc, il faut veiller aussi à avoir suffisamment de temps pour la réflexion et l'analyse. Souvent, l'été, c'est le moment, par exemple, où le chercheur il peut vraiment se poser. Vous bloquez 2 mois, vos 2 mois d'été, moins les vacances, pour capitaliser, pour vous poser. Et vous ne prévoyez rien pour la recherche-action pendant cette période-là, par exemple. Vous devez vous octroyer des temps pour la réflexivité et l'analyse. Et small is big, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les images, là, il y en a peut-être qui, comme moi, connaissent ça à la maison. C'est que quand ils sont bébés, on ne se rend pas compte qu'après, ils deviennent grands, voire très grands. Et donc, il faut anticiper, quoi. Et donc, le petit bébé que vous allez construire là cet été pour déposer votre dossier, dans 6 mois, dans 1 an, il va devenir très, très gros. Et il ne faudrait pas que ça pèse un peu sur vos épaules, un peu trop sur vos épaules. Et donc, il vaut mieux vraiment concevoir un tout petit bébé maintenant, parce il va grandir, en fait, avec les mois qui avancent. Donc, si vous vous dites déjà maintenant que ça vous semble beaucoup, ce que vous prévoyez de faire, c'est que c'est déjà trop. Donc, il faut revoir ça, les objectifs. Et enfin,
Trouver un partenaire scientifique avec qui vous allez collaborer. Ça peut être une université, une haute école ou autre. Ça peut être un observatoire aussi, je pense, mais ça, Isabelle confirmera peut-être après. Euh, Parce qu'ils vont vous permettre vraiment d'anticiper aussi certaines questions. Je pense par exemple au comité d'éthique. Est-ce qu'il faut un accord du comité d'éthique dans le cadre de votre recherche? Et puis surtout, ils vont vous, en fait, vous soutenir, vous, votre casquette de chercheur, et vous faire en sorte que vous n'oubliez pas que vous avez une casquette de chercheur pendant la durée de la recherche-action. Parce que souvent, l'action prend plus de poids que la recherche. Et donc ça, ne tardez pas à nouer des contacts, même si c'est pour avoir un accord de principe ou pour discuter de votre idée. Euh, voilà. Je voulais mettre une liste des universités haute école, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais vous savez certainement trouver des personnes qui ont peut-être une expertise thématique sur votre sujet ou plutôt une expertise en matière de recherche-action. Voilà, je vous ai mis quelques sites qui valent la peine d'aller voir. Il y a un webinaire ici, il est assez long, mais vous allez voir qu'il est découpé en parties, donc vous pouvez un peu naviguer selon vos questions. Et alors ici, ça c'est un guide de recherche participative. Donc c'est pas de la recherche-action, mais ça amène quand même pas mal d'informations. Et maintenant, on passe à une table de questions. J'arrête le partage. Ségolène, je vais d'abord lancer la question de Muriel. La finalité sera précise, mais les obstacles rencontrés en cours de route sont dans la première étape peu définis. Le résultat final est difficile à estimer. Le but est de se rapprocher autant que possible de la finalité définie dans un timing donné, à peu près 1 an. Est-ce que c'est une bonne manière de voir les choses? Ton son était un petit peu coupé, mais voilà, je vois la question de Muriel. Oui. Alors, est-ce que vous parlez le résultat final, vous dire les changements attendus? En fait, on se rend compte que dans votre dossier, ce que vous allez définir, tout ça, c'est théorique, quoi. C'est un peu votre structure, votre architecture. Vous êtes l'architecte, en fait, à ce stade-ci de la recherche-action. Et comme ceux qui ont peut-être fait un projet de rénovation ou de construction le savent, les architectes c'est pas toujours ce qui était prévu qui se passe réellement sur le terrain, quoi. Et ça, c'est le propre mot d'une recherche-action, ce qui est très différent d'une recherche expérimentale où là, on va vraiment créer. D'ailleurs, on ne parle pas de protocole en recherche-action. On parle pas de protocole de recherche-action. On parle d'un plan. Euh, C'est-à-dire quelque chose de théorique et puis on voit. Mais ce qui est important par contre de bien définir à l'avance, c'est vraiment le changement que vous attendez. C'est la problématique à laquelle vous cherchez à répondre et le changement. C'est ça qui vont vous permettre de tirer le fil rouge. Alors peut-être que les changements seront différents in fine de ce que vous avez prévu, mais ils doivent répondre à la même problématique. D'accord? Et cette problématique, elle va être, au plus vous allez la discuter avec des parties prenantes, au plus elle va être précise. Et nous, ce qu'on vous encourage vraiment à faire, c'est à chercher à vraiment bien clarifier cette problématique en amont de votre dossier. Donc en discutant ça avec les différentes parties prenantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Oui, Voilà. déjà, si le résultat n'est pas nécessairement celui auquel on s'attend, pourvu qu'il aille dans le même sens, Voilà. Et vous, global, oui. c'est ça. Et votre métier de chercheur ici, c'est justement de documenter comment est-ce qu'on en est arrivé à ces changements-là plutôt que d'autres. Pourquoi est-ce qu'on a fait à un moment donné un virage à 80 degrés? Peut-être que c'est parce que le contexte le justifiait, hein. Si finalement on a prévu de faire ça et qu'on a atteint ce changement-là, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est passé ça, ou on s'est rendu compte qu'il y avait cette réalité-là qu'on n'avait pas anticipée. Et voilà. Et donc, c'est ça, en fait, votre métier de chercheur, c'est vraiment d'être attentif à ce qui se passe en fait dans la mise en œuvre de l'action pour comprendre ces changements et ces bifurcations. Merci. C'est directement la deuxième question de Muriel. S'il y a un temps maximal pour faire la recherche, 1 an et demi, si c'est plus commode pour intégrer 2 ou 3 cycles de changement. Non, si vous arrivez à déjà faire un cycle, ce sera déjà très 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 bien. Il ne faut pas penser faire plusieurs cycles. Après, parfois, les cycles se perdurent en dehors d'un cadre de recherche-action, en fait, hein. On travaille toujours en cycle, hein. On réfléchit à qu'est-ce qu'on veut faire. Au meilleur des cas, on a explicité ce qu'on voulait faire, puis on le fait, et puis on se rend compte que ça ne marche pas, ben on le révise. En fait, ces cycles, ils sont assez naturels.
Donc, sur un an, si vous espérez faire un cycle, c'est déjà très, très bien. En janvier 2027, on termine en vue d'une dissémination des résultats. C'est l'idée. Alors, peut-être pour préciser à ce niveau-là, dans le folder, on n'a pas mentionné de durée. On a dit, voilà, on voudrait que vous commenciez dans les 6 mois qui suivent l'attribution de la bourse, parce que, voilà, d'un projet à l'autre, parfois, le timing peut évoluer. C'est vrai que beaucoup de projets s'échelonnent sur une année, certains sur 2 années, mais je dirais, on va mettre plus l'accent sur la qualité de la proposition plutôt que sur la durée. La limite sera un petit peu le budget, en fait, pour vous. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. OK, merci. Et ensuite, la question de Cindy, mais c'est plutôt pour Isabelle, c'est une question individuelle au niveau éligibilité. Donc, je ne sais pas si Isabelle. Isabelle, ton son. Isabelle, c'est coupé. Ma proposition était de dire donnons la priorité aux questions plus sur la recherche-action et les questions individuelles, je propose de répondre à part éventuellement. Alors, Justine, je t'invite à poser ta question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Mais en fait, je me demandais comment ça peut s'articuler avec le travail de première ligne qui est déjà très prenant en termes de temps. C'est-à-dire dans les dossiers que, voilà, que vous allez favoriser, enfin, combien d'heures, par exemple, par semaine, on doit dédier plus ou moins à la recherche sur le travail. Voilà, quel équilibre on peut trouver entre quand même continuer de faire son travail de première ligne, mais pouvoir avancer sur la recherche. Qu'est-ce que vous préconisez un peu là-dedans? Et donc, lié à ça, était la question aussi de la durée. Est-ce que c'est minimum 1 an ou est-ce qu'on peut faire sur une durée plus courte? Qu'est-ce que vous recommandez aussi là-dessus? Et je me demandais s'il était prévu que le budget qui sera alloué puisse du coup couvrir le salaire euh, de la travailleuse qui sera dédiée à la recherche, quoi. Mais je crois que ça, j'avais vu que oui, quelque part dans les conditions. Pour ma part, par rapport à la bourse, je vais dire oui, en fait, ça peut couvrir ça, puisque quelque part, si vous travaillez temps plein, une partie de votre temps va être dédiée à la recherche et donc ça peut couvrir effectivement ce manque à gagner. Après, je dirais c'est très difficile de vous donner une estimation. Peut-être que Ségolène pourra plus vous aider, mais tout dépend, je dirais, de votre projet et du temps de comment vous allez articuler votre projet et donc du temps que vous aurez besoin pour le réaliser. Dans la durée, il peut s'échelonner sur plus d'1 an. Voilà. C'est vous qui décidez du timing, en fait. Mhm. Mais oui, et je pense que c'est des choses que vous devez aussi pouvoir négocier avec votre équipe et votre direction, forcément, de savoir quel temps est-ce que vous pouvez dédier à la recherche par rapport aussi au montant que la bourse permet d'avoir. Après, ça dépend aussi euh, d'à quel stade votre idée elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous ont déjà, en fait, il y a déjà un processus qui a été initié. Et que ici, la bourse, elle peut vous permettre de donner un coup d'accélérateur à un processus de collaboration qui a été initié et qui permettrait en fait, de le développer ou de le pérenniser un peu plus, quoi. Et donc, là, peut-être que si vous êtes dans cette situation-là, vous avez déjà une idée du temps que ça prend, etc. Et puis cette bourse peut venir vous permettre aussi de formaliser des choses qui n'auraient pas été ou sinon. Et après, ça dépend aussi, votre question, elle dépend aussi de à quel point la recherche, action, elle est ancrée dans la pratique, dans votre pratique, et à quel point elle sert votre pratique. Donc, est-ce que vous avez déjà à demi-mot cette responsabilité-là ou cette mission-là, que le format de recherche-action vous permet en fait de formaliser des choses différemment ou de mener à bien cette mission différemment. Donc, voilà, ça c'est à voir effectivement ce que la bourse peut. Merci. Je sais pas si Ine, tu as des Et- choses à dire, hésite pas à me compléter hein, si j'ai oublié.
Il y a d'autres questions spécifiques? Oui, Marie, je vous en prie. On vous entend pas. À mon avis, votre micro est connecté sur un autre appareil parce que il est bien désactivé, mais vous avez peut-être un Bluetooth qui est allumé. Ou alors vous la mettez dans le chat. Chat, oui. En attendant, il y a d'autres questions déjà pour rigoler, donc spécifiquement pour la recherche. Non, hein. Quand vous allez faire votre analyse un petit peu de qui est concerné, soit qui influence, soit qui est influencé, affecté par la problématique, vous allez certainement avoir déjà des patients ou des personnes, en tout cas des usagers, des usagères. Puis vous allez peut-être vous rendre compte que le politique a aussi influence aussi. Et même si, voilà, il prend pas part à votre recherche, le nommer, c'est prendre conscience qu'il y a cet aspect-là aussi. Et que peut-être qu'à un moment donné, dans vos analyses, vous allez vous rendre compte que le contexte politique ou la facilitation du bourgmestre ou de l'échevin, j'en sais rien, aurait pu être pertinente, quoi. Euh, De toute façon, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer. Ah, Justine. Désolée, mais en fait, c'est une question qui est peut-être un peu plus spécifique, quoi, qui va pas concerner tout le monde, mais on peut quand même. Oui, mais allez-y. bon, oui, allez-y toujours, mais voilà. En fait, c'est juste que du coup, nous, donc, je travaille pour Lilo et on est donc plutôt dans le secteur du sans-abrisme. Mais donc, on se demandait si voilà, la question du soin pouvait être prise un peu plus au sens large du care, etc. Ou s'il fallait quand même se rattacher à un projet qui porte sur l'accès aux soins médicaux, par exemple. Et auquel cas, enfin voilà, on envisageait un peu plusieurs pistes de recherche, mais c'est vrai que par exemple, la question voilà, de l'accès aux soins des femmes victimes de violences, etc., c'est quelque chose qui revient toujours. Donc, on pourrait facilement avoir des partenariats, par exemple avec des institutions de soins. Et alors, est-ce que ce serait privilégié dans le cadre de cette bourse? Alors, par rapport à la prise en charge du care un peu plus large, je pense qu'il faut effectivement, c'est des problématiques qui peuvent être plus larges, Mhm. effectivement, ça, il faut être ouvert à ça. Maintenant, dans les collaborations, ben, ce problème, c'est enfin, ce qu'on rencontre souvent, c'est, on se dit, les bourses, c'est le focus de la première ligne. Alors que certaines parties prenantes ne soient pas en première ligne, tout ça, on en a discuté, et ça, c'est OK. Mais vraiment, les collaborations, on a d'autres projets ou d'autres soutien au sein de la fondation et notamment du fonds de Koning qui peut prendre en considération la deuxième ligne, si c'est à ça que vous pensez. Donc, on voudrait rester au niveau de la première ligne ici pour ce Mhm. qui est des bourses. C'est Mhm. un critère vraiment des bourses. Ouais, ouais. Ça veut dire que Mais quand vous formulez les changements souhaités, les changements en fait doivent se situer au niveau de la première ligne. Mais d'accord. ça peut découler à des changements évidemment pour les usagers. Enfin, c'est le but que les changements que vous cherchez à développer au niveau de la première ligne du soin et au sens large de la santé, Mhm. en fait, permettent forcément enfin, servent euh, les enjeux de santé des personnes, quoi. Ouais, d'accord. C'est votre pratique et les personnes qui vont en bénéficier. Ouais, Donc voilà. merci. S'il n'y a plus de questions pour le moment, alors je propose que l'on clôture ici la discussion. De toute façon, nous restons disponibles. N'hésitez pas à nous envoyer, nous contacter par mail ou à nous téléphoner. Je voudrais remercier Ségolène pour sa présentation qui était effectivement très complète, mais aussi très pratique. Donc j'espère que ceci vous sera utile. C'est vrai que, et tu l'as mentionné, ça peut paraître
faut pas sous-estimer le travail que c'est, et ça peut paraître effectivement beaucoup, mais moi je retiens aussi le fait que tu as insisté sur le fait que ce soit d'être réaliste, de faire ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a à disposition, de ne pas réinventer la roue et d'utiliser déjà des choses qui sont à disposition. Et je suppose que si on réfléchit, il y a déjà beaucoup de choses qui sont probablement possibles et disponibles. Et que, ben voilà, il y a un soutien qu'on voudrait aussi vous apporter parce qu'on réalise que c'est toujours, comme disait Justine, c'est en top de tout ce qu'on fait déjà. Donc, on voudrait essayer de vous accompagner au mieux par différents moments, je dirais, où on pourrait se retrouver et où Ségolène et In seront là aussi en tant qu'expertes pour vous aider. Donc voilà, j'espère que ce séminaire ce webinaire vous a été utile. On se permettra de vous envoyer une petite enquête dans les jours qui suivent justement pour voir dans quelle mesure ceci peut vous aider et aussi parce que voilà, ça nous aide à nous améliorer et à mieux faire les choses au fur et à mesure qu'on avance et qu'on évolue avec les bourses. Mais voilà, au nom de tout le monde, je vous souhaite